Ce n'est pas le moindre des paradoxes du handicap que d'exiger au nom du respect d'être littéralement sans pitié pour ceux qui en souffrent. On en parle tout de suite dans Philosophie. Allez, on envoie. Je vous propose d'accueillir notre invitée d'honneur ce soir, Mélanie Ségard. Alors, quel temps prévu pour notre week-end? On va le savoir dans quelques instants. Pour samedi, Mélanie. Horoscopé en deux, il y a des nuages au nord, de la pluie, des soleil en Bordeaux. Alors, pour la journée de samedi, le ciel est relativement nuageux. Pour dimanche, Il y a des nuages trois quarts du pays, de la pluie, le soleil à Marseille. Il ira très frais. et le moment que tout le monde attend, l'éphéméride, Mélanie. Mercredi 15 mars, les Saint-Louise, comme ils ont tous les Louise, bonsoir à tous sur France 2. Mélanie Ségard, Jean-Baptiste Thibon, et jeune trisomique de 21 ans, a présenté la météo sur France 2, on en a beaucoup parlé et à bon droit d'ailleurs, aux côtés de la présentatrice Anaïs Baïdemir, et elle avait obtenu, l'histoire est belle, le soutien de 200 000 personnes sur Internet, et on est donc le 14 mars 2017, et France 2 évidemment a battu son record d'audience pour la météo du soir. Voir cette vidéo me serre la gorge, en fait. J'en ai presque les larmes aux yeux, et je me demande si c'est pas un problème, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fois, il est bien naturel que tout le monde se réjouisse que cette chose-là soit possible. Mais dans le même temps, il est étrange qu'on s'en réjouisse, parce qu'en s'en réjouissant, on ratifie le fait que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose d'inhabituel, de peu courant là-dedans. Quelle est votre position sur les réactions à la fois de gaieté et en même temps d'exception qu'a suscité ce grand moment de télévision? Ces réactions sont tout à fait naturelles, normales, ordinaires, parce que, en fait, avec le handicap, nous sommes face à un mystère. Un mystère, carrément. Oui, au mystère de l'humanité. Jean-Baptiste Thibon est infirme moteur cérébral, comme on dit, de naissance. Il est psychosociologue, conférencier professionnel et spécialiste du handicap. Il est notamment le fondateur du Réseau Humain, une plateforme collaborative pour le monde du handicap et de la dépendance. Le handicap, c'est un révélateur de notre propre humanité. Vous voulez dire que le handicap nous offre comme un reflet? Un reflet pour tout le monde? Un reflet Oui, parce que le handicap révèle à la fois notre finitude et notre origine, ou tout du moins les deux périodes avant la mort et après la naissance. Nous voyons face à nous dans la forme de l'âge ces deux périodes de notre vie, celle que nous avons vécue au début et celle que nous vivrons à la fin. Et ça mêle en nous ces sentiments d'attirance et de rebut. On a à la fois envie d'aller au cœur de notre vie, mais on en a peur. Et le handicap amplifie tout ça. Et alors, est-ce que ces sentiments mêlés devant cette vidéo expriment cette peur aussi? Est-ce que le fait qu'on s'en réjouisse a quelque chose de l'ordre, voilà, c'est comme si nous étions rassurés, ou comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait conjurer là? Et tout à fait. D'ailleurs, figurez-vous que ce n'est pas anodin, même inconsciemment, que la chronique qui a été prise et la météo. Parce que en météo, on fait la pluie et le beau temps. Vous savez que Pascal disait,
Blaise Pascal disait « J'ai ma pluie et mon beau temps au-dedans de moi Oui, ». Et en fait, ce qui se passe autour n'y change rien. non, mais tout à fait. Je crois que de l'avoir pris Mélanie pour faire la météo, c'est aussi un reflet des propos de Blaise Pascal. C'est qu'elle présente face à nous la météo que suscite le handicap en nous. Jean-Baptiste Thibon, vous êtes l'auteur de Une sacrée erreur. Le sous-titre, c'est « Laissez le handicap vous rééduquer ». Et alors, ce qui est étonnant avec vous, votre travail, et votre travail ressemble à ce que vous êtes, on se connaît un peu, et donc c'est en connaissance de cause que je peux le dire, c'est que vous mêlez une joie qui ne vous quitte jamais à une absence totale de bons sentiments. Et ça c'est extraordinaire, je trouve. C'est-à-dire que vous ne dissimulez rien d'un handicap spectaculaire, et dans le même temps, vous n'êtes absolument jamais dans une modalité de la compassion ou de la condescendance ou quoi que ce soit. C'est quand même très fort. Oui, parce que j'ai eu la chance dans mon malheur ou avec mon scandale, c'est le handicap, de faire des études de psychosociologie. Donc, tous ces sentiments, je les ai étudiés, tous ces préjugés aussi, et je sais très bien que le handicap nous ramène en permanence dans l'affectif et l'émotionnel. Et c'est justement pour cette raison que j'essaie en permanence de m'y extraire dans ma réalité et le bonheur de vivre. Et c'est ça qui étonne beaucoup de monde. Méfiez-vous de l'émotionnel ou de la société du spectacle. Substituez-lui, c'est difficile à dire, l'émotion. Venez avec moi. Bienvenue dans Philosophie, Jonathan Tribaudet. Bonjour, monsieur. Jean-Baptiste Thibon, venez, asseyez-vous, on va discuter un peu. Jonathan Tribaudet est le directeur des ressources humaines de la MSA, Mutualité sociale agricole d'Armorique à Saint-Brieuc, un modèle d'intégration pour les personnes en situation de handicap. Rappelons que, pour que tout le monde ait toutes les informations, je l'ai noté ici pour ne pas dire de bêtises, que la loi du 11 février 2005, dite loi handicap, sous le gouvernement Raffarin, prévoit 3 orientations: accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie sociale, droit à la compensation des conséquences du handicap, participation et proximité mise en œuvre par la création des maisons départementales des personnes handicapées et une définition légale du handicap dans toute sa diversité. Comment avez-vous fait pour vous conformer à cette loi? De quelle façon? Est-ce que ça a été difficile? Quels en sont les effets? Voilà, plein de questions et votre témoignage, s'il vous plaît. D'accord. L'objectif est déjà de placer le handicap au sein d'entreprise comme étant un regard sur la relation à l'autre. Et pour cela, et pour que l'ensemble des mesures marchent, il faut aussi que l'ensemble des salariés comprennent la place du handicap et la place de l'autre. Donc la première étape, c'est bien la sensibilisation de l'ensemble des salariés, et donc des collègues de travail, à ce que c'est que le handicap, ce que c'est que la relation à l'autre, et la prise en compte de ces effets dans la relation de travail. Parce que la place de l'autre, c'est un problème. C'est ça. Soit on lui fait une place exceptionnelle qui a pour effet aussi d'isoler la personne que l'on considère uniquement à ce titre, dont on ne voit que le handicap, soit on lui fait la même place que tout le monde, et c'est absurde parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Donc comment on gère ça? Comment on règle ça? Concrètement, on l'aborde par des éléments, des actions précises, du style, lors de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, d'avoir un atelier sur la présentation des différents handicaps qui font participer l'ensemble des salariés. Je prends un exemple, l'audition. Oui. Voilà. Quels sont les problèmes d'audition? Mais aussi que tous les salariés puissent faire des tests d'audition pour justement montrer que c'est un handicap, c'est avant tout la façon dont on va percevoir et dont on va traiter l'autre. Un autre exemple. Permettez-moi juste, avant que vous donniez cet autre exemple, permettez-moi de rappeler juste l'article 2 de la loi en question. L'article 2 dispose, écoutez ça, que constitue un handicap
Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Voilà. Donc, Et justement, par rapport à ça, à côté de la sensibilisation, c'est surtout l'aménagement du poste de travail pour permettre aux salariés déjà d'exercer son activité. Donc concrètement, c'est d'accélérer la procédure en ne passant pas forcément par un financement par des organismes externes, mais en prenant en charge directement l'entreprise, ce qui fait qu'on a un aménagement de poste qui est quasiment aussitôt dès l'arrivée du salarié. Et deuxième chose, c'est que le salarié puisse avoir droit à une évolution de carrière et avoir droit à des postes particuliers. Je prends un poste, par exemple, un poste qui nécessite d'aller sur le terrain en voiture si on n'a pas l'aménagement sur la voiture, le salarié ne peut pas aller sur ce poste-là. Donc le handicap, dans ces cas-là, est pris en compte pour l'exercice de l'activité et permet aux salariés vraiment d'exercer l'activité qu'ils souhaitent. Jean-Baptiste Thibon, vous intervenez souvent en entreprise, dans des séminaires, dans des colloques, pour expliquer ce qui se passe, ce que ça veut dire, ses difficultés, ses ambivalences. Vous parlez du handicap. Comment vous représentez-vous cette loi? Comme une valeur ajoutée, comme une réussite? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Jusqu'où faut-il aller? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Heureusement qu'une telle loi existe et celle de 2005 qui revisite les premières de 75 et 87 est tout à fait pertinente parce qu'elle a une approche globale du handicap. C'est-à-dire globale. Je dirais qu'elle est trop efficace dans sa définition parce que trop efficace? Oui, en ce sens où elle est systémique. Oui. Alors que les mentalités françaises cartésiennes, catégorielles, n'y étaient pas préparées. Donc, on a encore énormément de choses à faire, mais vous voulez dire que le travail n'est pas celui de la fabrication de la loi, parce que ça on l'a, on a un outil là qui est efficace, mais il est dans l'incorporation de la loi, l'adoption finalement de la loi, pas par le Parlement, mais par les entrepreneurs, etc. D'ailleurs, quand Jonathan nous dit les différentes mesures d'adaptation de poste, c'est tout à fait pertinent, mais le gros travail qui reste à faire, c'est non pas de lutter contre les préjugés, mais de desserrer nos peurs par rapport au handicap. Il faut quand même dire à quel point le handicap est un problème difficile. C'est beaucoup plus compliqué que le racisme, par exemple, parce que le racisme repose sur une différence dont la science nous a démontré qu'elle était non pertinente et qu'il n'y avait aucun sens à distinguer les gens selon leur couleur de peau, par exemple. Mais là, la différence existe et la science avère cette différence. Donc c'est une différence qu'on doit apprendre à gérer sans la nier, Jonathan Tribaudet. Oui, alors il y a une particularité en entreprise qu'il ne faut pas oublier, c'est que la qualité de travailleur handicapé peut ne pas se voir. Ouais. Et d'ailleurs, le salarié peut ne pas vouloir l'exprimer. Vous avez raison. Et donc, parce que là, on est face à un handicap qu'on ne peut pas ne pas voir, justement. Mais il y a aussi des une difficulté aussi qu'il faut amener les salariés à ne pas vouloir cacher leur handicap pour que justement, il y ait une progression des pensées dans l'entreprise et aussi une prise en compte pour l'aménagement. Donc c'est l'ensemble, c'est reconnaître ce qui existe. Mais justement, ces handicaps invisibles dont vous parlez qui constituent en fait 80% de la population travailleurs handicapés, s'ils ont tellement de mal à pouvoir l'exprimer, c'est justement parce que le handicap est dur à révéler. On n'a pas envie de révéler notre finitude, nos incapacités. L'homme révèle toujours ses capacités dans une société de la performance, mais exprimer ses fragilités, cela demeure toujours difficile, alors qu'il s'agit d'un
Dernière question, Jonathan. Comment ça se passe en fait? Comment les gens réagissent? Comment ça fonctionne? En fait, nous, en MSA d'Armorique, on s'appuie sur 2 éléments. Un, la place du manager, Ouais. le responsable hiérarchique, qui doit être formé, qui doit aussi avoir cette conception-là, ce regard. Et la deuxième chose, on a une commission handicap au sein de l'entreprise pour justement prendre en compte l'ensemble du handicap et essayer d'avancer sur cette thématique-là, à la fois en aménagement, mais aussi en sensibilisation autour du handicap. Aménagement et sensibilisation, ce sont les 2 principes que vous mettez en œuvre. Merci infiniment de votre témoignage, Jonathan. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci. Théo Curin enchaîne les longueurs avec ses partenaires du pôle handisport de natation. Du haut de ses 15 ans, Théo s'imagine, malgré les apparences, un avenir radieux. De temps en temps, on a des coups de mou le matin quand on se lève. Mais après, on pense à nos objectifs et c'est nos objectifs qui nous aident à nous lever le matin. Plus tu vas vite, plus tu as tendance à te redresser. D'accord? Donc plus ta vitesse augmente, plus il faut que tu penses à compenser cet effet. Dans le reste de sa vie, Théo est collégien en 3e. À ses côtés, un auxiliaire de vie scolaire pour l'aider si le rythme s'accélère. Comment je pourrais définir Théo? C'est une personne pleine de vitalité, pleine de vie, très motivée, très sympathique, très énergétique. Ce qui est étonnant, c'est que on est en présence de quelqu'un qui parfois se réveille le matin, un petit coup de mou le matin, et puis qui aussitôt pense aux objectifs qui sont les siens, en fait, et donc entretient par rapport à sa propre existence et aux objectifs qui sont les siens, fait ce qu'il faut pour y parvenir, et il y a dans cette activité, manifestement, dans ce sourire, dans ce rapport à l'existence, de quoi combler le cœur d'un homme, quelle que soit la situation de départ. Alors, c'est vrai que Théo a un itinéraire formidable, mais il ne faudrait pas croire, et c'est justement la difficulté, que pour être reconnu dans la société avec un handicap lourd, il faille faire des défis sportifs qui être exceptionnel, oui, c'est ça, voilà. Oui, on n'a pas besoin de l'être avec un handicap. 1, on n'a pas besoin du handicap pour se dépasser. Oui. 2, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est obligé d'être un sportif de haut niveau. Évidemment, mais vous voyez, cher Raphaël, j'ai l'impression que c'est encore une fois un équilibre à trouver, être exceptionnel ou être simplement avec un handicap. Pensons à nos grands-parents, à nos parents peut-être, à nos personnes âgées qui ont eu pour beaucoup d'entre elles un passé extraordinaire, surtout nos combattants de la Secondaire mondiale, et en vieillissant, elles sont presque grabataires ou plus là, et pourtant leur dignité est intacte. Il y a une lettre de Spinoza dans laquelle il parle de l'aveugle. Et en substance, il dit, un aveugle qui se plaint de sa condition ne se plaint de sa condition que parce qu'il se compare à ceux qui ont la vue. Mais en définitive, il a totalement tort. C'est parce qu'il se compare qu'il se plaint, alors que son essence individuelle, dit-il, c'est d'être ce qu'il est. Et il n'y a aucun sens à se comparer. L'aveugle qui se compare est dans la situation de quelqu'un qui serait inconsolable de ne pas avoir d'ailes dans le dos. Si tout le monde avait des ailes dans le dos autour de nous, on souffrirait, nous, de ne pas en avoir, parce qu'on se compare. Est-ce que cette image vous semble pertinente au fond ? Tout à fait, ce qui est intéressant par rapport à l'émission précédente avec Charles Pépin sur l'échec. Ah oui, on a fait une émission avec Charles Pépin ici sur l'échec, c'est vrai, c'est vrai. Et pour reprendre la philosophie, Charles Pépin
toute l'émission était sur son approche existentialiste Oui. de l'essai. Oui. Et que le handicap soit la suite dans les émissions de philosophie, c'est tout à fait intéressant parce que si l'essai est dans l'existence, je crois vraiment que le handicap est dans l'essence de l'être. L'échec dépend de nous, le handicap n'en dépend pas. Oui, Voilà. oui, c'est tout à fait ça. Et ce que dit Spinoza n'est pas autre chose. Non. Il touche à l'essence même de la réalité humaine. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il prend les deux points de vue. Il prend le point de vue de celui qui n'est pas né aveugle et qui devient aveugle, ou bien le point de vue de celui qui, étant aveugle, se connaissant comme tel, se compare malgré tout aux autres. Et donc, soit il se compare à lui-même, soit il se compare aux autres, mais dans les deux cas, il en souffre. Alors que la jubilation de l'existence, qui est le propos de Spinoza, hein, l'amour de la vie, impose d'être pleinement ce qu'on est à l'instant où on l'est, quoi qu'on soit. Mais avec un handicap, ça demande beaucoup de subtilité et d'expérience de la vie, aussi bien des difficultés que de la joie de vivre. Et je crois que c'est ça l'utilité, dirais même, dire l'utilitarisme du handicap pour le monde, pour notre société, c'est de réunir pour tout le monde cette jubilation de la vie et la difficulté de l'existence. Et c'est la combinaison des deux qui fait que le handicap peut devenir un élément formidable de la vie. Aucune difficulté ne résiste à la joie de vivre. C'est plus facile à dire quand on n'a pas de handicap, mais c'est vous qui l'avez dit en premier, ce qui donne tout son prix à cette parole. Venez avec moi. Moi, j'adore cette scène. Je trouve cette scène géniale. Bon, Intouchable, hein, c'est le film d'Olivier Nakache, Éric Toledano, avec François Cluzet et Omar Sy, une histoire vraie d'ailleurs. Et ils sont là devant un tableau, c'est de l'art contemporain. Cluzet aime bien l'art contemporain parce qu'il dit que c'est la seule trace qu'on laisse sur la Terre. L'autre, ça le fait hurler de rire. Il voit pas l'intérêt d'un truc pareil, il comprend pas qu'on puisse parler d'un artiste comme ça. Bon, mais il y a cet échange incroyable à un moment où l'autre lui dit « Donnez-moi un peu de votre chocolat ». Et tu dis « Ah ben non, ben on voit qu'il a une boîte de chocolat, dont je ne dirai pas la marque, dans les mains. Et il dit « Bah non ». Il dit « Mais pourquoi ?»« Bah pas de bras, pas de chocolat ». Et on a retenu cette phrase. Et c'est une phrase qui pourrait être odieuse, insupportable à entendre, et qui en réalité respire la gaieté, l'intelligence et paradoxalement le respect. Comment vous comprenez ça? Tout se résume en humour. Si l'humour n'a pas de respect, d'admiration, de dérision de soi-même, ça n'a aucune valeur. Et l'humour sert à dépasser les préjugés. Or, la condescendance interdit l'humour. Il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de bon sentiment dans ce film où pourtant le respect a été porté à son maximum. La condescendance interdit l'humour, au fond. Tout à fait, parce que avec l'humour, pour moi, l'humour, c'est un élément d'égalité. On peut rire, on peut, comme disaient des proches, on peut rire de tout. Mais c'est une tragédie, hein, lui. C'est une tragédie. Il a été privé de l'usage de ses membres et il a le souvenir de l'époque où il pouvait marcher, manger, etc., comme tout le monde. Et là, on est face à une tragédie et même la tragédie prévoit la possibilité de l'humour. C'est justement la réunification que permet la tragédie. La tragédie réunit le dramatique
et la vie, tout simplement. Chacun de nous est en situation possiblement tragique. Peut-être la vie elle-même est une tragédie. Après tout, on ne sait pas. On a oublié notre naissance, on ne connaît pas notre mort, et notre vie n'est qu'un intervalle entre les deux. La situation n'est bonne pour personne. Ça ne nous empêche pas d'en rire. C'est presque un devoir. Merci Jean-Baptiste. Merci. Un bonheur de parler avec vous. Un bonheur. Un bonheur. Venez avec moi. Voilà, en un sens, tout est dit. Pas de bras, pas de chocolat. Car on n'est pas sérieux quand on ne se moque pas de soi. L'humour transcende l'alternative redoutable de l'indifférence ou de la condescendance, et c'est peut-être ça, la belle leçon du jour.